Bonjour, bienvenue à cette capsule d'économique qui porte aujourd'hui sur l'élasticité de la demande, c'est-à-dire les réactions du consommateur face aux principaux paramètres de son comportement sur les marchés. Donc, dans un premier temps, les objectifs, distinguer d'abord les différents types d'élasticité et leur utilité respective. À quoi sert-elle? Calculer et interpréter l'élasticité prix spécifiquement de la demande, calculer, interpréter l'élasticité revenu de la demande, calculer, interpréter l'élasticité croisée de la demande. Donc, voilà les trois principaux types d'élasticité dont il sera question aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, l'élasticité, qu'est-ce que le concept, en fait? Alors, il y a beaucoup de questions de la mesure ici aujourd'hui. Donc, on comprend que le consommateur est influencé par différents déterminants, le principal étant le prix. Donc, il est vraiment question ici aujourd'hui de mesurer l'intensité ou cette force de réaction-là de la part des consommateurs, notamment la réaction du consommateur par rapport à un changement de prix sur les marchés. Donc, on rappelle ici la loi économique, une des lois fondamentales. Donc, sur les marchés, lorsque le prix d'un produit augmente, la quantité demandée diminue et inversement. Alors, il est question ici aujourd'hui d'évaluer dans quelle mesure le consommateur, effectivement, suite à un changement de prix, dans quelle mesure il va être influencé et changera son comportement. L'utilité de l'élasticité prix de la demande, c'est davantage pour les entreprises. Donc, elles doivent être au fait de la réaction de leurs consommateurs et ainsi, donc, le prix devient une contrainte pour elles ou sinon un privilège, donc, à fixer. Alors, voilà l'utilité ultime de l'élasticité prix de la demande. Alors, ici, donc un peu comme on disait précédemment, l'élasticité prix. Donc, on mesure ici la force de réaction des consommateurs suite à un changement de prix. Alors, il y a des calculs, puisqu'il est vraiment question de calculer, de mesurer précisément cette réaction-là. Donc, on mesure ainsi la variation de la quantité demandée, comme vous voyez à l'arrière-plan, suite à un changement de prix. Donc, on mesure ces variations-là en pourcentage, qui est une mesure standard, si on veut, dans laquelle on s'y retrouve assez facilement. Alors voilà, donc variation de la quantité demandée en pourcentage suite à un changement de prix. Donc voilà la formule. Donc, on va travailler en valeur absolue puisque on sait très bien que la loi économique nous dit que une hausse de prix, donc ici, une hausse du dénominateur, amène une baisse de la quantité demandée. Donc, on verrait toujours cet effet inverse-là entre prix et quantité demandée. Pour ces raisons, on peut travailler en valeur absolue dans la mesure où on se souvient et on prend note évidemment que la réaction, elle est inverse. Donc, en termes mathématiques, un peu comme on voit ici, donc la quantité actuelle moins la quantité précédente. Sur la quantité précédente, divisé par la variation de prix, donc le prix actuel moins le prix précédent, sur le prix précédent. Alors, les tenaces, disons, les gens qui ont une bonne connaissance des mathématiques observeront qu'il y a une certaine lacune, en quelque sorte, tout de même, du point de vue de l'usage des pourcentages dans des mesures mathématiques. Donc, la lacune, elle est du point de vue des dénominateurs. Et lorsqu'on utilise une hausse du prix par rapport à une baisse de prix, on pouvait voir, si on veut, en quelque sorte, une réponse qui pouvait être relativement différente. Toujours dans le même sens, mais relativement différente. Alors, pour corriger cette lacune-là, on a corrigé à la source le problème, c'est-à-dire au niveau du dénominateur, tant au numérateur qu'au dénominateur, on a corrigé la lacune en faisant une moyenne. Donc, une moyenne des prix et une moyenne des quantités. Alors, c'est la nouvelle formule que vous retrouvez au bas de l'écran, ici même. Donc, on fait la moyenne des prix maintenant et la moyenne des quantités. Ça nous donne un résultat qui est un peu plus précis qu'un simple changement en pourcentage. Alors, question d'interprétation maintenant, donc qui est d'autant plus important. Alors, allons-y avec un premier résultat possible. Donc, le premier résultat possible, donc, lorsqu'on observe le comportement des consommateurs suite à un changement de prix, imaginons le cas où les prix augmenteraient de manière significative et où on se retrouverait avec aucun changement dans la quantité demandée. Donc, c'est le scénario qu'on vous présente ici même à l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'il y a un changement de prix, il n'y a pas de changement. Le changement dans la quantité demandée, il est nul. Alors,
les économistes diront dans ce contexte que la demande, elle est rigide, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement inélastique. Donc, alors les consommateurs sont en quelque sorte insensibles, donc pour utiliser des termes économiques, insensibles au point de vue évidemment économique et non pas au point de vue émotif ici, puisqu'évidemment il y a sûrement de la frustration en quelque sorte, mais du point de vue économique, on voit aucune réaction de la part du consommateur. Donc, dans ce contexte-là, on peut penser qu'il s'agit de produits qui sont indispensables, sinon des produits avec peu de substituts. L'exemple classique dans ce contexte-là serait évidemment les médicaments. Donc, on comprend que si le prix d'un médicament dont votre bien-être dépend serait en hausse significative, même si on doublait le prix, par exemple une hausse de 100% du prix, alors on n'observerait pas, évidemment, de baisse de la quantité demandée. Donc, sinon, s'il y avait une baisse de prix du produit, donc est-ce que le consommateur en achèterait doublement? Donc, pas nécessairement, puisqu'évidemment, il n'aurait pas plus besoin. Alors, c'est le genre de comportement qu'on constate sur un marché comme tel. Autre possibilité, donc lorsque l'élasticité prix de la demande devient, donc le coefficient d'élasticité serait une fraction. Donc, alors c'est ce qu'on a à l'arrière-plan. Donc, comment on peut en arriver à un tel résultat? Bien, alors, on comprend que le dénominateur est une donnée supérieure au numérateur. Donc, dans ce contexte-là, le changement de prix est supérieur au changement de quantité. Donc, le comportement, il y a une réaction de la part du consommateur, mais une réaction qui est relativement faible, du moins plus faible proportionnellement que le changement de prix. Donc, on dit dans ce contexte que la demande, elle est inélastique, c'est-à-dire qu'il y a un changement de comportement des consommateurs, mais un changement relativement faible par rapport au prix. Donc, des exemples classiques de ce contexte, de ce genre de contexte, donc l'essence. Donc, on a des données par ailleurs, donc qui sont connues. On pense, du moins avec ce qu'on connaît des études récentes sur le marché de l'essence, que l'élasticité prix de l'essence serait autour de 0,24. Ce qui veut dire que si on doublait le prix de l'essence, il y aurait une baisse de la quantité demandée de 24% tout au plus. Donc, on comprend que la réaction, elle existe, mais elle est relativement faible. Donc, du côté de l'essence, comme je vous disais, c'est évidemment une démonstration éloquente d'une demande qui est inélastique. Le tabac également, donc, on estime en quelque sorte à tout près de 0,55. Donc, quand on double, on augmente le prix du tabac. Donc, il y a une diminution de la consommation, mais plus faible que le changement de prix lui-même. On parle de demande inélastique dans ce contexte. Autre scénario possible, donc évidemment, c'est si on arrivait à un résultat, donc exactement à 1 ou tout autour de 1, là, donc approximativement. Donc on dit dans ce contexte que la demande, elle est d'élasticité unitaire. Des classiques, des exemples de ce type de marché. Alors, les services en général, donc services, par exemple, les services d'un avocat, etc. Alors, ce sont le genre de produits dont l'élasticité se chiffre à près de 1. Donc, ce qui veut dire que toute hausse de prix aura un impact relativement semblable sur la quantité demandée, proportionnellement. Autre scénario possible, intéressant pour les entreprises, celui-là très important, alors c'est un résultat supérieur à 1. Donc mathématiquement, comment peut-on en arriver à un tel résultat? On comprend ici que non seulement il y a une réaction suite au changement de prix de la part des consommateurs, mais le changement, il est significativement, il est même proportionnellement supérieur à la hausse de prix. Donc ici, il y a une réaction très forte suite au changement de prix, plus forte que le changement de prix lui-même. Donc on dit dans ce contexte que la demande, elle est élastique. Et ça va dans les deux sens. On doit comprendre ici que toute hausse de prix va mener à une baisse de l'achalandage supérieure à la hausse de prix. Donc, les revenus de l'entreprise ici, dans un contexte de hausse de prix, seraient en baisse. Donc, alors qu'au contraire, une baisse de prix amènerait une hausse de l'achalandage supérieure. Alors, un bon exemple de ce type d'industrie, donc ce sont généralement des industries quand même de loisirs, okay? Donc où la concurrence est plutôt forte.
Donc, la restauration figure parmi elles. À titre d'exemple, les voyages également. Donc, on estime que l'élasticité prix des voyages, c'est 3,2. Ce qui veut dire que si on augmentait, par exemple, de 10% le prix des voyages, on verrait une baisse de 32% de la consommation, donc des voyages à l'étranger. Donc, c'est le genre d'estimation de connaissances qu'on a à l'heure actuelle. Alors enfin, tout ça pour vous dire que l'utilité de ces coefficients de l'élasticité de la demande, c'est plutôt pour aux bonnes fins de gestion des entreprises qui doivent évidemment gérer leur commerce, donc à partir de ces concepts d'élasticité, puisque ça leur indique dans quelle mesure elles ont une marge de manœuvre par rapport à la gestion des prix, tant à la hausse qu'à la baisse, et les effets sur leur achalandage. Alors voilà pour le premier concept d'élasticité. Donc, un deuxième concept d'élasticité intéressant, donc, autrement dit, un autre déterminant, donc clé dans le comportement des consommateurs, c'est l'élasticité revenu, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que les consommateurs modifient leur comportement sur les marchés suite à un changement dans leur propre revenu. Donc, c'est le concept d'élasticité revenu qu'on calcule de la manière suivante, c'est-à-dire quelle est la réaction des consommateurs, la variation des quantités suite à un changement des revenus. Alors, les trois scénarios possibles. Le premier scénario possible, c'est le suivant. Donc, si on avait un résultat du type négatif, c'est-à-dire, donc, comment peut-on en arriver à un résultat de ce genre? C'est-à-dire qu'une hausse de revenus, par exemple, mènerait à une baisse de la quantité demandée. Hein? Donc, on a un résultat en hausse au dénominateur, ça mènerait conséquemment à un résultat à la baisse au numérateur. Donc, on parle ici d'une hausse de revenus et conséquemment une baisse de la quantité demandée. De quel type de produit il est question ici? On parle alors de biens inférieurs. Un classique, donc ce sont des patates, la pomme de terre. Donc, on peut présumer que lorsque le revenu des gens augmente, ils vont délaisser en quelque sorte la pomme de terre au profit de protéines sous forme de poulet, de viande, etc. Donc, même principe pour le riz et le pain, qui sont considérés comme étant des produits inférieurs. Autre scénario possible, une fraction, donc une hausse de revenus mène à une hausse de la quantité demandée, toutefois dans des proportions plus faibles. Donc les revenus varient, la consommation varie de la part des consommateurs, mais moins que proportionnellement. Donc on parle alors ici de biens nécessaires. Il va sans dire que si les revenus des individus augmentent, ils vont consommer généralement davantage de produits, mais pour certains types de biens, pas nécessairement dans les mêmes proportions. Un exemple classique ici serait évidemment l'industrie vestimentaire. Donc, on estime, selon les dernières informations, les dernières études économiques, qu'une hausse de revenus, donc le coefficient d'élasticité revenu, pour l'industrie vestimentaire, c'est 0,14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une hausse de 100% des revenus des ménages, si le revenu doublait des ménages, on peut penser que ces mêmes ménages achèteraient 14% plus de vêtements. Donc, évidemment, moins que proportionnellement. C'est le même principe pour l'épicerie. Donc, et évidemment également pour toute forme de baisse, donc dans les mêmes proportions généralement. Autre situation possible, donc un résultat où le coefficient d'élasticité revenu serait supérieur à 1. Donc ici, une hausse de la variation des revenus, donc occasionnerait une hausse de la quantité demandée proportionnellement supérieure à la hausse des revenus. Alors ici, il est question de biens de luxe. Donc c'est ce qu'on constate généralement, les repas au restaurant, les transports, donc les voyages à l'étranger. Donc on a un coefficient d'élasticité par exemple de 3,10, c'est-à-dire que lorsque les gens voient leur revenu augmenter de 10%, on peut extrapoler, donc ils voyageraient 30% davantage à l'étranger. Donc on comprend que le changement de comportement est plus fort, si on veut, que la hausse des revenus elle-même. Donc on parle ici de biens de luxe généralement et inversement également, donc l'effet est plutôt puissant. Alors, on poursuit avec un dernier type intéressant d'élasticité à analyser ensemble. Donc, l'élasticité croisée qui sert à quoi finalement? Qui sert à évaluer le lien qui pourrait exister entre différents produits.
Alors, d'entrée de jeu, donc, il est question d'analyser la variation de prix d'un produit Y sur la consommation, la quantité demandée d'un produit X. Donc, deux produits, deux marchés, quel est le lien qui peut les unir? Alors, allons-y avec un premier scénario possible. Donc, imaginons le scénario suivant, une hausse du prix d'un certain produit, donc au dénominateur, une hausse du prix du bien, appelons-le Y pour le moment. Alors, pour en arriver à un résultat ainsi, donc ça signifierait qu'il y aurait une hausse de la quantité demandée, donc une hausse du numérateur. Alors, quel est le lien entre un produit Y dont le prix est à la hausse et la quantité demandée sur un autre marché qui serait à la hausse? Alors, il va sans dire des produits qui sont substituts. Donc, on augmente le prix d'un produit, sa quantité demandée diminue, les consommateurs se tournent évidemment vers les substituts sur le marché. Donc, c'est un exemple éloquent. Les fruits, donc une baisse du prix d'un certain produit, donc des raisins en l'occurrence ici pour les besoins de notre démonstration, aurait évidemment un effet à la baisse sur l'ensemble des autres fruits. Donc, et vice-versa, une hausse du prix d'un certain fruit, des pommes, imaginons. Alors, évidemment, il y aurait une baisse de la quantité demandée de pommes, mais les consommateurs se tourneraient vers d'autres fruits. Donc, l'exemple classique, il va sans dire, c'est le beurre versus la margarine. Hein? De même que l'ensemble des produits de la viande, poulet et substituts, etc. Alors, voilà pour la première possibilité d'élasticité croisée de la demande. Donc, pour les fins de la démonstration également, on peut supposer qu'il existe le même genre de lien entre les produits que vous voyez à l'arrière-plan, c'est-à-dire le transport, donc d'autant plus étroit entre le véhicule électrique et la voiture à essence. Okay? Donc, on peut présumer être des substituts. Donc, également, le lien qui pourrait unir donc un produit relativement nouveau sur le marché, les produits du vapotage, la cigarette et récemment la marijuana. On peut supposer qu'il existe un lien de substitution entre ces différents produits. Autre scénario possible, donc en ce qui a trait à l'élasticité croisée de la demande, donc un scénario où on aurait un résultat négatif. Donc, dans ce contexte, on peut présumer qu'une hausse du prix, donc une hausse au dénominateur, amènerait une baisse du produit si haut mentionné, donc dans l'occurrence, donc ici le produit Y. Alors, quel est le lien entre les deux produits? Donc, une hausse du prix de un amène une baisse de la quantité demandée de l'autre. Alors, ce sont des biens complémentaires. Donc, il va sans dire. Donc, et un bon exemple récent dans l'histoire québécoise, c'est la hausse du prix des immatriculations pour les motocyclettes. Donc, alors qu'il y a eu un impact considérable, donc significatif sur le marché des motos, évidemment. Donc, on comprend le lien entre le prix d'immatriculation de la moto elle-même et la quantité demandée de motos. Alors, c'est un exemple relativement récent au Québec qu'on aurait pu présumer d'abord. Bon, mais évidemment, l'auto et l'essence serait un exemple également des plus classiques, okay? Donc, encore à ce jour. Un peu dans la même veine, évidemment, donc la baisse du prix des téléphones intelligents, donc évidemment, amène une hausse significative de la téléphonie sans fil, donc des abonnements pour de la téléphonie sans fil, donc au grand profit des producteurs de ce type de service. Alors voilà. Autre possibilité, un coefficient d'élasticité croisé à 0. Donc, la hausse du prix d'un certain produit, appelons-le Y, amènerait aucune variation sur un autre produit. Quel est le lien entre les deux? Alors, ici, on aura compris que il n'y en a pas de lien. En fait, ce sont des biens indépendants. Donc, quel est le lien entre la baisse du prix des téléphones intelligents et l'industrie automobile? Probablement qu'il n'y en existe pas. Hein? Donc, alors, c'est le genre de scénario qui serait possible de voir ici. Alors là-dessus, je vous dis merci d'avoir assisté à la chronique, donc à la capsule vidéo, et je vous dis au revoir et à une prochaine.